restait dans le monde que 300 à 400 survivants d'Auschwitz, dont Géliat. Oui. Et on l'a avec nous. Et puis donc on fête aujourd'hui, et c'était fait exprès, on est le 27 janvier, puisque c'est la libération officielle du camp d'Auschwitz par l'armée rouge, par l'armée soviétique. Vous savez peut-être que la libération du camp a été filmée par l'armée rouge une fois, 2 fois, ça a été refilmé puisque ça a été mis en scène complètement la libération du camp. J'ai été déportée le 18 avril 1943 et je suis restée à Auschwitz jusqu'au 18 janvier 1945. Le 18 janvier 1945, le camp a été évacué. Mais je vais quand même vous dire le contexte dans lequel je suis arrivée et comment se trouvait le camp d'Auschwitz au moment pas de la libération. Moi, je ne l'ai pas vu parce que j'ai été évacuée avant au camp de Ravensbrück à côté de Berlin. Alors, moi, j'ai été déportée en 1943, donc en 1940, lorsque les troupes allemandes sont entrées en Belgique, j'habitais la Belgique à l'époque, mon père a été immédiatement arrêté parce qu'il était responsable d'une association internationale d'aide aux réfugiés allemands. Vous savez, dès que Hitler a été nommé chancelier, Hitler c'est pas un coup d'État, on dit toujours il a pris le pouvoir, non. Il a été élu démocratiquement, il n'a pas pris le pouvoir, il a été élu. Et donc, dès qu'il a été élu, les premiers camps de concentration, de répression donc, contre les antinazis a été ouvert. Et il faut faire une constatation, c'est que les premiers camps de concentration ont été ouverts pour les Allemands eux-mêmes. Il n'y avait pas de répression en Europe. Hein, et la question juive n'était pas encore aussi cruciale qu'elle l'est devenue par la suite. Donc les premiers camps de répression et des camps de concentration ont été ouverts pour les antinazis allemands eux-mêmes. Donc beaucoup d'Allemands antinazis ont fui l'Allemagne et se sont réfugiés, donc il fallait des organisations pour les accueillir et pour les nourrir, enfin comme vous avez beaucoup de sans-papiers actuellement, en France, ça a été exactement la même chose. Et après est intervenue la guerre d'Espagne, la guerre civile espagnole. Donc il a fallu recueillir les réfugiés espagnols, républicains. Et mon père était responsable d'une de ces organisations. Et dès 1940, lorsque les Allemands ont occupé la Hollande, la France, le Luxembourg et la Belgique, tous ceux qui étaient connus comme antinazis ont été immédiatement arrêtés. Donc mon père a été arrêté et jugé par un tribunal militaire et il est parti en prison en Allemagne dès fin 1940 et début 1941. Donc ma mère et moi, nous avons déménagé avec l'aide de la résistance parce qu'en général, quand un responsable était arrêté, la famille était tout de suite mise en suspicion, suivie, et on préférait passer dans l'illégalité pour éviter tout ennui. Et nous avons vécu dans l'illégalité comme ça très difficilement. Vous savez, la vie illégale est très, très, très difficile. Tristan Bernard, qui était un poète très, très spirituel, qui était juif, et au moment de son arrestation, il a dit à sa femme, tu sais, nous, on vivait dans l'angoisse perpétuelle, et puis maintenant, on vivra dans l'espérance. C'est pour vous dire la difficulté. Et malgré cela, j'ai pu continuer mes études. Et alors, hommage aux enseignants, en passant un grand hommage aux enseignants, parce que après la guerre, je me suis beaucoup intéressée à la population du Morvan, et j'ai appris qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup d'enfants juifs dans les écoles, par exemple à Nolay en particulier, et dans le Morvan. Et vous savez, la délation était épouvantable, ça causait des ravages
terrible, la délation, les dénonciations, la collaboration, ça n'a pas été bien. Eh bien, à ma connaissance, et je me suis beaucoup intéressée, jamais un instituteur ou un professeur n'a dénoncé un de ses élèves. Mais vous avez été dénoncé. Oui, mais pas par mes enseignants, par oui. Et donc, j'ai pu continuer mes études comme ça jusqu'en avril 1943. Et un jour, en sortant, une voiture de la Gestapo m'a suivi. Et une voiture, la Gestapo, il y avait un SS qui conduisait, et puis un jeune qui était à côté. Un jeune que je connaissais très très bien. Et puis il a arrêté la voiture et il a dit au SS, vous pouvez l'arrêter. Son père est en prison, il a été condamné pour responsable du secours international. Vous pouvez l'arrêter parce qu'elle a sûrement des accointances avec la résistance. Et j'ai été arrêtée comme ça. Vous savez, il ne fallait pas grand-chose pour être arrêtée. J'ai eu une amie qui est à Nevers, malheureusement, qui est décédée. Elle a écopé de 2 ans de forteresse d'un très sévère, d'un régime très sévère, parce qu'un jour, elle attendait dans la file sa ration de pain, et elle a dit simplement, ah ben, bien sûr, nous, on est obligés d'attendre nos quelques grammes de pain, et pendant ce temps, on est occupé à nourrir les Boches. On appelait les Allemands les Boches. Ils avaient un tas de surnoms inimaginables. Donc, dans la file, il s'est trouvé quelqu'un pour aller à la Gestapo, l'a dénoncé. Elle a été arrêtée et elle a fait 3 ans de forteresse, très très dure, et elle est sortie dans des conditions lamentables. Donc vous voyez, il ne fallait pas grand-chose pour être arrêtée. J'ai remarqué en prison et en déportation, si vous êtes seul, vous êtes perdu d'avance. Vous êtes absolument perdu. Vous savez, c'est le moment vraiment crucial où vous avez besoin de chaleur humaine, où vous avez besoin d'échanger les choses avec d'autres, où vous avez besoin d'avoir un réconfort. Mais vraiment, je n'ai jamais connu un prisonnier qui ait pu survivre étant absolument seul. C'est vraiment impossible. On vit de la prison, on se retrouve dans la cour de la prison à peu près 1 millier de personnes, alors tout à fait une population tout à fait mélangée. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des résistants, il y a des otages. C'est un mélange absolu de population. Et mon convoi, c'était le 20e convoi. Il a eu une particularité, c'est qu'il avait beaucoup d'arrestations d'anciens républicains espagnols qui avaient participé à la guerre civile dans les brigades internationales, qui avaient eu des contacts avec la résistance lorsqu'ils sont montés dans notre convoi. Et c'est un convoi où les cheminots belges n'avaient pas fermé les grands verrous. Donc beaucoup se sont échappés de mon convoi. Et malheureusement, le mien n'a pas été ouvert. Et je suis partie en déportation, mais ne sachant absolument pas où j'allais. Pendant tout le trajet que nous avons fait pendant 3 jours et 3 nuits dans des conditions très difficiles, nous avons essayé, nous avons demandé à un grand, parce que vous savez, ces wagons à bestiaux, il y a une toute petite lucarne seulement, mais qui est très haute. Et moi, je ne pouvais pas y atteindre. Il fallait vraiment, on a choisi parmi le plus grand, et on lui a dit, écoute, tu vas surveiller par où nous passons. Peut-être que tu vas apercevoir une gare où on pourra à peu près situer la direction que nous prenons. Malheureusement, le train a été dérouté très souvent. Nous ne sommes jamais passés dans une grande gare et nous n'avons jamais pu savoir où nous dirigeons. Alors, un beau matin, à 6 heures du matin, on a senti que notre convoi bifurquait, cherchait une voie. Il s'est arrêté, il était 6 heures du matin, ça faisait 3 jours que nous voyageons, nous étions sales, nous n'avons pas pu nous laver, et nous avons fait
des besoins tout à fait naturels dans un grand bidon, dans un train du wagon, dans des conditions épouvantables. Il y avait déjà des malades et le train s'est arrêté. Les portes coulissantes se sont ouvertes. On a entendu les haut-parleurs des SS avec des chiens Schnell, los, absteigen et ainsi de suite. Il a fallu sauter. Vous savez, les wagons à bestiaux, ils sont très hauts, hein, ils sont comme ça. Alors, les premiers sont arrivés à sauter, mais les autres, comme on était pressés, sont tombés sur ceux qui sont tombés, et vous pouvez vous imaginer le désordre que ça a fait. Les SS sont arrivés avec des chiens, et dans les haut-parleurs, ils nous ont dit, les femmes, les hommes à part, les enfants, les vieillards, les gens qui ne peuvent pas marcher, traversez la voie, vous avez une file de camions de l'autre côté, vous montez sur les camions. Je vais revenir en fait sur votre arrivée au camp, dans le train. Quelle est l'image qui vous a le plus marqué à la descente du train quand vous êtes arrivé la nuit à 6 h du matin? Oui, alors surtout l'odeur. Surtout l'odeur. C'est vraiment primordial. Je te parle de cette odeur parce que je la sens encore maintenant. Je suis arrivée donc à Auschwitz en avril 1943 et à la descente du convoi, j'ai été sélectionnée pour servir de sujet d'expérience au fameux bloc 10 à Auschwitz. Dans mon convoi, sur les quais, donc les personnes, les enfants, les vieillards, les personnes qui ne pouvaient pas marcher sont montés sur des camions. Les camions sont descendus sur ce grand Porsche que vous connaissez maintenant, qui est à Birkenau, non à Auschwitz, mais à Birkenau. Les camions ont fait le tour, ils sont partis sur le Gorge, sont revenus à vide, sont repartis, et ce n'est que le lendemain que nous avons su que les gens qui étaient montés sur les camions étaient partis dans les chambres à gaz et les fours crématoires. Mais nous qui restions sur les quais, les jeunes, des jeunes gens et des jeunes femmes, vous savez, l'espoir jusqu'à la dernière minute est accroché à l'être humain d'une manière inimaginable. Alors, comme nous avons vu que dans le fond, tout à fait derrière cet énorme portail, il y avait 4 cheminées, et qu'on faisait monter les personnes qui ne pouvaient pas marcher sur des camions. Beaucoup d'entre nous qui sommes restés, les jeunes qui avons été sélectionnés, qui sommes restés sur le quai, nous nous sommes dit, tiens, nous savions que l'Allemagne avait absolument besoin de main-d'œuvre. Je vous signale que c'était avril 1943 et que la bataille de Stalingrad avait eu lieu et que le retrait des troupes allemandes commençait à être vraiment d'une manière assez rapide. Donc on s'est dit, tiens, des grandes cheminées comme ça, eh bien, c'est une industrie, ils ont besoin de main-d'œuvre, donc ceux qui restent sur le quai, qui sont jeunes, on va travailler dans les usines. Mais entre nous, c'est un espoir auquel on s'accrochait sans y croire vraiment, parce que c'est l'odeur pestilentielle qui régnait tout autour, qui nous a semblé quelque chose de tout à fait bizarre. Une odeur pestilentielle d'os calcinés, de chair brûlée, mais devant la réalité, vous savez, quand on est très jeune, on essaye de trouver des dérivatifs. Donc j'ai été à la descente de mon convoi, j'ai été triée avec 100 jeunes femmes de mon convoi, dont plusieurs sortaient de prison, comme moi nous avons fait de la prison avant. Nous avons été choisis et on nous a mis à part des autres qui restaient sur le quai. Sont arrivées des femmes SS qui nous ont encadrés et elles nous ont emmenés en rang par 5 dans un état déjà déplorable parce que nous avions voyagé 3 jours et 3 nuits dans des conditions épouvantables, dans des wagons à bestiaux. Il y avait déjà des morts, des malades et nous avons fait comme ça à peu près 2-3 kilomètres et nous sommes arrivés à un endroit qui n'avait rien de déplaisant.
des casernements. À un étage, il y a un grand portail où il y avait marqué Arbeit macht frei, donc le travail rend libre. Et il y avait même quelques pots de fleurs, mais tout était en très bon état, très propre, impeccable. Un alignement de bâtiments comme ça à un étage. Et les routes gravillonnées, impeccables. Et au fond, nous avons vu une baraque où il y avait marqué « désinfection ». Donc nous avons trouvé tout à fait normal, quand on rentre dans un camp, que l'on soit désinfecté. Et là, bon, immédiatement, nous avons été rasés complètement. Bien sûr, toute nue, on a abandonné tout ce que nous avions, bijoux, alliances, enfin absolument tout. Et les femmes SS discutaient entre elles dans un coin, pendant que nous, les 100 femmes, nous attendions. Donc on nous a rasés. On nous a donné un matricule en tissu en nous disant « gardez le bien parce que vous allez être tatoués du même matricule que l'on vous a distribué ». Alors, sont arrivés 3 jeunes. Après, les prisonniers, c'est les premiers prisonniers que nous avons vus en tenue rayée, qui nous ont rasés, mais rasés complètement, comme, vous voyez, comme la main. Et alors là, vous savez, nous étions jeunes, et dans notre convoi, les 100 femmes avaient été choisies justement pour leur jeune âge. Alors on a ri, parce que nous avions des coiffures, la mode était des coiffures très importantes, tout en hauteur, et quand on s'est trouvé rasé complètement, moi je ne suis pas très grande, je n'ai pas rapetissé ni grandi, et mes copines se riaient vraiment, parce qu'elles disaient, écoute, on ne sait pas si tu es une fille ou un garçon, tu es méconnaissable. Et on riait l'une des autres parce qu'on se reconnaissait à peine. Et je me souviens bien qu'une femme SS qui était dans le coin, elle nous a regardés avec un air très très cynique, en disant, mais écoutez, riez, prenez vraiment, riez ce que vous pouvez, parce que c'est bien la dernière fois que je vous vois rire et que vous riez. Et cependant, nous ne savions toujours pas où nous étions, et lorsque les jeunes, ce sont 3 jeunes Slovaques qui sont venus, vous savez, avec un simple encrier et un porte-plume où au bout il y avait 3 plumes très fines de lier avec une ficelle, donc quelque chose de très très sommaire, de très grossier, et qui sont venus, on nous a alignés une par une, avec notre matricule en tissu à la main, et ils nous ont tatoué notre matricule sur le bras gauche. Seulement, le tatouage s'est fait par pointillés, et ça a été très long, parce que nos matricules, en avril 43, à mon arrivée, j'ai le numéro 42 576. Ça veut dire que 42 576 sont entrés au camp en étant immatriculés, alors que dans les transports, en général, les gens ne rentraient même pas dans le camp, n'étaient pas immatriculés, parce qu'ils passaient immédiatement sur les camions et dans les chambres à gaz et les fours crématoires. Effectivement, donc elle a été tatouée avec un matricule à 5 chiffres. Donc, dans le camp, plus vous avez un matricule faible, plus vous êtes ancien, donc plus il y a du respect parce que vous avez survécu plus longtemps que les autres. Mais les gens qui sont exterminés tout de suite, ils ne sont pas tatoués, il n'y a pas de comptabilité, on ne connaît pas les noms, on connaît très peu de choses. Ils ne sont pas tatoués, les gens qui sont exterminés d'entrée. Julien vous a dit qu'on a mis d'un côté les enfants, les vieillards, etc. Ceux-là ne sont pas tatoués du tout, ils sont exterminés dans les heures qui suivent leur arrivée à Auschwitz. La deuxième chose que nous a dite Génia, elle vous dit on est arrivé et puis on est rentré dans le camp, les autres sont partis en camion, parce que vous devez avoir en tête des images d'Auschwitz qui sont des photos qui datent principalement de l'été 44, où vous voyez, c'est souvent les juifs hongrois qu'on déporte en mars en 44, et à ce moment-là, il y a un SS qui prend toute une série de photos, et c'est celles-là qui sont très connues, et vous avez le train, et vous avez les juifs qui sont dans le camp d'Auschwitz II, sur la rampe. Effectivement, les fours crématoires sont 300 mètres plus loin. Sauf que cette voie du chemin de fer, elle a été construite très tardivement, et jusqu'en 1943, il n'y a pas cet embranchement-là qui conduit directement les trains dans Auschwitz II. On descend à la gare d'Auschwitz et on y va en camion. C'est pour ça que Génia nous dit,
On les emmène en camion jusqu'à peu près l'automne 43, et à partir de 43 jusqu'à la fin, les trains rentrent sous cette espèce de grand porche en briques et amènent directement les déportés juifs à l'extermination quasiment sur place. Et puis la troisième chose que nous a dite Genia, c'est qu'elle a été détenue dans le camp 1, dans le Stammlager, donc qui sont les anciennes casernes austro-hongroises transformées en camp de concentration, et qu'elle a peu vu finalement à Auschwitz II, qui est à 3 km, hein, c'est à peu près 3 km d'écart, il y a la voie de chemin de fer entre les deux. Et pour spécifiquement ce bloc d'expérience-là, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Soviétiques et de Polonais dans ce camp-là, alors que dans l'autre camp de concentration, vous avez aussi un camp de concentration, c'est là où vous avez les Tziganes, notamment Auschwitz II, une partie des femmes aussi, et puis le reste de l'Europe, et l'extermination spécifiquement. Allez-y. Votre mère a été arrêtée aussi? Est-ce que votre maman a été arrêtée? Oui. Ma mère a été arrêtée et elle a été déportée avec moi. Nous étions dans le même convoi et comme elle paraissait très jeune, ma mère avait 36 ans. Pour moi, ma mère, c'était une femme âgée, hein, une vieille femme. Hein. À 36 ans, quand on est jeune, c'est une inconscience complète, alors que j'en ai 92 maintenant. Je m'imagine ce que vous devez penser. Eh bien, elle est venue avec moi au bloc 10, et là, les médecins se sont aperçus qu'elle était trop âgée pour ce qu'elle voulait faire, et elle a été envoyée avec d'autres femmes qui ne convenaient pas aux expériences. Elle est partie à Birkenau, et là, à Birkenau, elle a vécu 15 jours. Moi, je vous assure que si j'avais été à Birkenau, j'aurais vécu, je ne sais pas, avec l'esprit de résistance que j'avais, peut-être 3 semaines, mais certainement pas plus. C'était vraiment impossible d'y vivre. Les conditions n'étaient pas du tout les mêmes. Et c'est par ces jeunes qui nous ont tatoués, c'était des jeunes Slovaques, on leur a demandé où sommes-nous et que sont arrivés, où sont partis les gens qui sont montés sur les camions avec les familles, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et c'est par ces jeunes gens qui ont pris le temps, puisque les femmes SS bavardaient entre elles et que le pointillage était très long, et que nous étions 100, ça a duré plusieurs heures, et c'est par ces jeunes gens que nous avons su où le reste de notre convoi était parti, où les camions s'étaient dirigés, et pourquoi ils étaient revenus à vide, et pourquoi ils avaient continué cette ronde incessante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne sur les quais. Donc, ce qui nous a étonnés, c'est que nous étions dans un camp d'hommes. Auschwitz était un camp d'hommes, il n'y avait pas de femmes. Il y avait un seul bloc, c'était le bloc numéro 10, et qui était tout à fait au fond, à côté du bloc 11, et les blocs étaient numérotés, comme tous les casernements militaires, et nous sommes, après la désinfection, après le rasage, le tatouage, on nous a donné des vêtements pour une partie rayée, et pour l'autre partie des vêtements de tenue militaire soviétique, de prisonniers de guerre soviétique. Nous avons été choisis par le docteur Mengele pour servir de cobaye pour des expériences gynécologiques de stérilisation en masse. Et nous avons été dans ce bloc tout à fait spécial. Donc nous étions à peu près 500, dont 100 femmes de mon convoi. Et il y avait en face de notre bloc, le bloc 25, où il y a des jeunes gens qui servaient exactement à la même chose. Les nazis, avec leur mentalité de racistes et antisémites, racistes, tout ce que vous voulez, ben comme ils avaient besoin énormément de main-d'œuvre et que tous les jeunes et toute l'Allemagne était mobilisée, bon, pour faire tourner l'agriculture, les usines, eh bien, ils ont mis en place, mais du point de vue raciste,
le plan de stérilisation de populations entières, parce qu'ils se sont dit à un moment donné, c'est bien beau de détruire les gens, de gazer les gens, mais si on pouvait stériliser les jeunes générations, le but nazi serait poursuivi et il y aurait la force de main-d'œuvre de jeunes populations, et comme ils seraient stérilisés, eh bien, au bout d'une génération, le problème serait terminé. Le problème serait gelöst, comme on dit en allemand. Donc, ce plan a été mis en route et on a commencé par ouvrir ce bloc 10 d'expérience à Auschwitz. Et c'est comme cela que j'ai été à la descente du train, trié et puis mis dans ce bloc. Donc j'y suis restée d'avril 1943 jusqu'en janvier 1945. Donc vous voyez, très très longtemps. Et heureusement, les essais étaient très très rudimentaires, parce que vous savez, la pilule n'existait pas, hein. Les contraceptifs n'existaient pas comme ils existent maintenant, c'était inconnu. À Auschwitz même, l'appareil scientifique était dérisoire, mais vraiment dérisoire. Le médecin SS qui m'avait pris comme cobaye, avec 30 femmes autres que moi, Schumann, c'est un haut officier de la Luftwaffe, et lui voulait essayer des stérilisations par rayonnement, par radiation. Donc il a commencé à faire les radiations, mais il n'avait aucun moyen de contrôle sur l'intensité. Donc il nous a passé une après l'autre. Les premières, il a eu une intensité très faible et il l'a augmenté au fur et à mesure comme ça, mais sans avoir une précision ni rien, parce qu'ensuite il a opéré ces jeunes filles pour voir ce qu'il en était. Donc les premières n'ont pas eu de conséquences, aucune, et petit à petit comme cela, eh bien il a essayé, et lorsque il a vu qu'il y avait des brûlures trop importantes, il a opéré carrément ces jeunes filles. Par exemple, Glauberg, qui faisait des essais de stérilisation intra-utérine, était un gynécologue réputé de Königsütte. Il avait une grande clinique et il a fait des choses. Alors, il faut quand même peut-être que dans une documentation sur le bloc 10, vous aurez la description du docteur Glauberg. Alors, le docteur Glauberg, il avait ma taille. Il avait une culotte tyrolienne en cuir, des chaussettes blanches avec des chaussures alpines, un chapeau tyrolien à plumes. Et il avait l'air tout à fait bonhomme, tout à fait, c'était pas un SS. Et il a quand même de sang-froid, fait des expériences de stérilisation sur au moins 300 femmes qui passaient au fur et à mesure au bloc 10. C'est pour vous dire, et c'était un nazi notoire, c'est un nazi notoire parce qu'il avait des distinctions nazies très importantes. C'est pour vous dire comment un être tout à fait anodin, tout à fait, peut-être même un peu comique, hein, eh bien peut-être peut stériliser des jeunes femmes comme ça avec une facilité tout à fait étonnante, sans se poser des problèmes. Le docteur Glauberg, il a été arrêté par l'armée soviétique, puisqu'il est resté à Königsütte après l'évacuation d'Auschwitz. Il a été arrêté, il a été emmené dans un camp en Russie, et malheureusement, il y a eu un accord entre les Russes et Adenauer en 1954. Il y a eu un grand échange de prisonniers allemands. Et le docteur Glauberg est retourné à Königsütte. Et là, il a écrit ses mémoires, il les a présentés à la télévision, et ce sont nos amis allemandes, les déportés allemands, qui nous ont avertis, qui nous ont prévenus, et donc nous avons immédiatement intenté
une action en justice et le procès a été préparé et nous avons eu dans tous les pays d'Europe où ces jeunes filles ont été traitées par Glauber. Donc il y a eu des commissions rotatoires, il y a eu des interrogatoires, il y a eu tout un procès qui a duré assez longtemps. Et malheureusement, le docteur Glauber s'est pendu dans sa cellule la veille de son procès. Vous voyez la nécessité des procès, la nécessité parce que c'est au cours des procès que l'on peut amener des preuves surtout pour l'avenir. C'est très important parce que quand il y aura des négations, on mettra en doute, on va chipoter sur les chiffres, sur l'importance, eh bien, les preuves irréfutables, les procès sont faits pour cela. C'est très important. C'est pour ça l'importance du procès de Nuremberg est énorme. Vous savez, ce qui était le plus pénible dans le camp, c'était la manière dont les nazis nous écrasaient, de la manière dont ils nous regardaient. Vous savez, ils nous regardaient comme si nous étions rien. D'ailleurs, ils ne nous regardaient pas, ils regardaient derrière nous. Et nous, quand vous étiez interpellés dans le camp pour n'importe quoi, il ne fallait surtout pas regarder un SS. On ne regarde pas un SS dans les yeux. Hein? On baisse les yeux, on se met au garde à vous et on énonce son matricule. On dit der Häftling, tel numéro, meldet sich, se présente. Je pense, parce que les monstruosités qui ont été commises, vous savez, les SS qui étaient aux rampes et qui savaient que les femmes, les enfants partaient dans les chambres à gaz, il y a une chose qui ne peut pas justifier, mais qui peut peut-être expliquer, c'est que les nazis étaient persuadés qu'ils étaient d'une race supérieure. Ils en étaient persuadés. Et il y a même des scientifiques qui se sont prêtés à ce que le peuple arien avait un sang différent, un sang supérieur, à tel point qu'il y avait un ordre dans la hiérarchie nazie suprême. Les premiers nazis faisaient partie du Blutordner, de l'ordre du sang. Et je vous en parle savamment, parce qu'il est arrivé un médecin chez nous au bloc, nous étions très étonnés, c'est qu'il avait un insigne nazi magnifique en or, mais vraiment en or, et j'entendais les femmes SS qui nous gardaient, qui étaient toutes admiratives en disant entre elles, le docteur Goebbels, pas Goebbels, hein, mais Goebbels, il est du Blutordner, donc de l'ordre du sang, avec une admiration dépassant toute limite. C'est pour vous dire, mais nous étions vraiment en quantité complètement négligeable. Vous n'étiez plus un être humain, ne vous regardez même plus comme un être humain. Moi, je ne peux penser que ces atrocités n'ont pu être permises que par des gens qui vraiment, vous voyez, c'est quand même les racines du racisme. Les racines du racisme, c'est quand même ça. Quand vous vous sentez supérieur et que vous regardez l'autre comme un être complètement inférieur, c'est le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance, la haine qu'on sentait manifeste. Vous voyez, c'est quand même là le problème essentiel, il me semble. Vous parlez de la race, de la supériorité de la race aryenne. Bien que le peuple allemand aujourd'hui soit différent du peuple allemand il y a 70 ans, est-ce que vous ressentez encore de la colère et de la rancœur envers les Allemands? Est-ce que vous avez de la colère ou encore de la rancœur contre les Allemands? Non, parce que les générations ont changé. Les premiers temps, lorsque je suis rentrée et que j'ai vu un Allemand, je me demandais toujours où a-t-il été pendant la guerre. Mais ce qui m'a réconciliée avec l'Allemagne, c'est que j'ai connu des résistants allemands, des résistantes allemandes dans mon bloc. J'ai connu des femmes allemandes
qui ont résisté. Et tu sais, la résistance était très difficile dans nos pays, très difficile. Mais pour un Allemand, mais c'était encore beaucoup plus difficile que nous de faire un acte de résistance. Je vais t'expliquer un petit cas. Lorsque nous avons traversé l'Allemagne en déportation, c'était le 20 avril. Le 20 avril était l'anniversaire d'Adolf Hitler. Toutes les maisons, toutes, nous n'avons pas suivi de villes importantes, mais les petits villages, toutes les maisons avaient un drapeau à croix gammée immense. Mais toutes les maisons. Imagine-toi un Allemand qui n'aurait pas voulu mettre le drapeau. Tu vois la différence pour un Allemand de résister. Donc les femmes allemandes que j'ai connues dans les camps et qui ont eu le courage de résister d'une manière ou d'une autre, eh bien je pense qu'elles ont racheté l'honneur du peuple allemand. Ça c'est génial qui parle bien. Je ne sais pas si vous connaissez Vladimir Jankélévitch, philosophe. Ah oui, oui. Qui lui a une position radicale, oui, une position très radicale par rapport à l'Allemagne. Il n'a jamais remis les pieds en Allemagne. Il n'a jamais reparlé la langue allemande. Il n'a jamais réécouté un musicien allemand. Il s'est mis à écouter que des musiciens français. Il n'a jamais réécouté Beethoven ou des gens comme ça, jamais. Il a refusé tout contact avec l'Allemagne. Puis c'était les années 50, les années 60. Bon, il est mort, c'était une autre génération, mais lui a refusé tout contact avec les Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous savez, il y a une chose qui vous étonnera peut-être, c'est que nous étions très très au courant de ce qui se passait à l'extérieur. Parce qu'avec les convois incessants qui arrivaient et le changement de femmes dans notre bloc, chaque fois qu'un convoi arrivait, on savait ce qui se passait dans le pays, d'où le convoi venait. Et on a connu le débarquement, on a connu la libération de Paris, et ça nous a permis de tenir et d'avoir un moral, parce que de toute façon, nous étions persuadés que les Allemands ne pouvaient pas gagner la guerre. Le 18 janvier 1945, on nous a fait sortir de nos blocs, on nous a rangés en rang par 5, on nous a donné une couverture, un pain et un peu de margarine, et on nous a fait sortir en rang par 5 sur la route devant le camp. Alors il faisait moins 20 degrés, il y avait 1 mètre de neige, nous étions couvertes comme vous pouvez l'imaginer. Alors nous avions des galoches avec des grosses semelles de bois et de la toile qui très très vite se sont déchirées. Nous avons mis nos couvertures sur nous et heureusement, lorsque les convois n'arrivaient plus et que les crématoires avaient sauté, vous pensez bien que les SS, les jeunes SS qui nous gardaient, avaient été rappelés dans l'armée allemande et ils ont été remplacés par des gardes, des gardes de la Wehrmacht, de l'armée, mais des rappelés qui, à moi, me semblaient des hommes vieux, vraiment des vieux, ils avaient peut-être 40 ans, 45 ans, mais étant jeune, vous savez, quelqu'un de 45 ans, c'est un vieux, hein. Donc les conditions étaient complètement différentes. Alors à ce moment-là, ce qui nous a sauvés pour l'évacuation, c'est qu'il y avait un commando spécial à Auschwitz. C'est le commando qui était chargé. Vous savez, quand les trains arrivaient, on abandonnait tout ce qu'on avait. Donc c'est un commando qui s'appelait le Canada, et il était chargé, lui, de trier les vêtements, les bons, et ces vêtements étaient emballés et envoyés en Allemagne pour les sinistrer. Parce que vous savez, l'Allemagne était bombardée, mais il y a des villes qui étaient rasées, donc la population n'avait plus rien. Eh bien, c'est à Auschwitz, avec les gens qui arrivaient, que ces choses repartaient en Allemagne pour la population sinistrée. Mais les amis qui y travaillaient, eh bien, ils ont essayé de faire entrer dans le camp clandestinement quelques pulls verts, quelques écharpes, quelques vêtements chauds pour nous les donner, parce que l'hiver était terriblement rigoureux. Alors pour les jeunes filles, je vais vous dire comment l'esprit travaille, comment on est, quand on n'a rien,
Quand on n'a rien, comment on fait? Alors avec ce qui nous manquait énormément, c'était les jambes dans ces galoches terribles et puis les jambes nues. Alors avec moins 20 degrés, vous pouvez vous imaginer si c'est difficile. Eh bien, quand on avait la chance d'avoir un pull-over, eh bien, on inversait le pull-over. Les manches du pull-over ne servaient de bas. Vous voyez, on mettait les manches là, les bas. Donc l'ouverture du pull-over était là et le corps du pull-over était là. Alors on essayait de trouver un morceau de ficelle pour nouer le corps du pull-over autour du ventre. Et puis vous savez, le ventre au chaud, c'est précieux. Hein. C'est vraiment précieux. Les intestins, c'est fragile. Donc nous avions les manches du pull-over. Et je pense que moi, personnellement, ça m'a sauvé la vie. Vraiment, ça m'a sauvé la vie. Et donc, nous sommes partis sur les routes comme cela. Toujours en entendant l'artillerie, bien sûr. Et on nous a traînés comme ça sur les routes. Nous avons fait 100 km jusqu'à une gare de triage, la gare de Loslau, une gare de triage importante. 100 km pendant 4 jours, en dormant dans la neige, dans les granges, où nous avons pu, mais notre colonne se diminuait, parce que ceux qui ne pouvaient pas suivre étaient immédiatement abattus et mis sur le côté de la route, parce que les derniers SS qui restaient au camp étaient chargés de cette mission, et lorsque nous avancions, au fur et à mesure, on voyait les cadavres qui étaient de nos camarades, qui étaient abattus avant nous, pour n'ont pas pu poursuivre cette route. Donc, ça a été terriblement dur, et nous n'avons pas vu, hélas, la libération d'Auschwitz, et c'est comme ça que nous avons été lancés sur les routes, avec des destructions parmi nous terribles. Nous avons voyagé donc dans des conditions épouvantables. Nous avons marché sur ça jusqu'à la gare de triage de Loslau. Nous sommes montés sur un train de marchandises avec les choses ouvertes, des rames ouvertes où on mettait du charbon, où on voyait un transport de charbon. On nous a parqués par 100 dans chaque wagon, alors impossible de rester debout, coucher n'importe quoi. Nous étions accroupis, les jambes écartées et une compagne dans nos jambes, comme ça, empilées. Ça nous a tenu chaud et ça a été épouvantable parce que, vous savez, immédiatement on a des besoins naturels et on ne pouvait pas. Donc ça a été quelque chose de vraiment une torture. Et arrivé à Ravensbrück, à quelques kilomètres de Ravensbrück, la gare ne se trouvait pas exactement dans le camp. Les portes, on nous a fait descendre, et il y a des compagnes qui ne sont pas descendues, et on leur a dit, mais descendez vite, vous allez encore vous faire battre, qu'est-ce que vous attendez? Et là, on s'est aperçu d'un drame épouvantable, c'est que, vous savez, ces wagons, c'est de la tôle, hein, c'est du fer. Il faisait moins 20 degrés, et comme on était tellement compressés, tellement serrés, que celles qui étaient serrées contre les cloisons, ben pendant le trajet, elles avaient gelé. Elles étaient mortes gelées, mais elles étaient comme... On ne s'en est même pas aperçu, tellement qu'on était compressés les unes avec les autres. Et ça a été... L'évacuation des camps a été quelque chose d'épouvantable. Ça a été le plus dur de la déportation. Donc, à Ravensbrück, toutes les femmes ont reflué des autres camps sur le camp de Ravensbrück, et là, ça a été vraiment dantesque, parce qu'il n'y avait plus de nourriture, l'eau avait gelé, les canalisations avaient sauté, et puis c'était déjà quand même février 1945, il y avait un désordre épouvantable, parce que toutes les populations
allemande qui avait été implantée en Pologne, en Tchécoslovaquie, refluait vers l'Allemagne, et l'Allemagne se rétrécissait de plus en plus, puisque les Américains et Anglais venaient d'un côté, les Russes de l'autre. Il ne restait plus qu'un étroit territoire qui contenait Berlin, et Ravensbrück est à 30 km de Berlin. Donc nous sommes partis dans un petit commando pour faire de la terrasse, parce qu'il y avait un petit champ d'aviation avec des petits avions d'observation. Et comme il était bombardé, toute l'Allemagne était bombardée, il fallait reboucher les trous pour que ces petits avions puissent repartir le lendemain. Donc, à tel point qu'une pénurie était terrible, il n'y avait plus de roues pour les brouettes. On ne pouvait plus se servir des brouettes, les bêches et les pelles étaient ébréchées, et on charriait la terre dans des cajots avec des tenons de chaque côté. Enfin, c'était vraiment une pagaille terrible. Et les SS qui nous gardaient, toujours avec les femmes SS avec la même rigueur, parce qu'on les entendait discuter entre elles. Alors, celles de nous qui parlaient allemand, on essayait toujours en travaillant d'être auprès des femmes SS pour savoir ce qu'elles pouvaient se dire. Alors, vous savez, jusqu'à la dernière minute, elles ont cru à la victoire. Elles n'ont pas été défaillantes, absolument. Absolument. Malgré les bombardements, malgré que quand elles rentraient chez elles, elles voyaient bien qu'il y avait des morts et que tout était écrasé, qu'à Stalingrad, il en est resté tellement ça se remarque dans un pays. Eh bien non, parce qu'elles étaient persuadées, et ça, la propagande allemande, quand elles allumaient le radio, on les entendait, ils étaient persuadés qu'ils allaient trouver des armes nouvelles de manière à ce qu'il y aura un revirement dans la guerre et qu'ils pourront repartir. Et c'est vrai qu'il faut remarquer quand même cette chose qu'ils possédaient des fusées que les Alliés n'avaient pas. Ils ont fait beaucoup de dégâts en Angleterre avec les V1, les V2, les V3, énormément de dégâts, et que les Alliés n'avaient pas, donc ils avaient une certaine avance. Et à la réflexion et avec le recul de l'histoire, imaginez un instant qu'ils aient eu l'arme atomique. Il s'en fallait de peu, hein, de très très peu qu'ils aient l'arme atomique. À la réflexion, vous voyez, et c'est pour ça que les SS endurcis, les nazis ont tenu jusqu'à la dernière minute. Et il y a une image frappante au cinéma quand on voit les actualités. Hitler, les derniers temps, avec ses gamins, les gamins qui ont des casques qui leur tombent là, il est le col relevé complètement défait. C'est quelque chose de poignant. Un beau jour, on n'est plus appelé au travail. Il y a un silence sur le camp complet. On ne voit plus les femmes qui nous gardaient, il n'y a plus personne. Et il s'est dit, ça y est, c'est la libération, non, on n'a pas pensé à la libération. Vous savez, nous étions, personnellement et mes compagnes, dans un état tellement déficient. Ça faisait 2 mois qu'on ne s'est pas lavé. On avait des poux, mais des poux visibles à l'œil nu. Hein. On voyait les colonnes à l'œil nu. Alors, les vêtements, on n'avait pas reçu de vêtements. On était toutes déchirées, toutes vraiment, et puis sous-alimentées. Et on s'est dit, c'est peut-être la fin, mais on ne va pas sortir parce qu'il y a certainement des SS autour du camp et on va se faire tuer en sortant. Donc on a hésité, on s'est précipité vers les cuisines en espérant qu'il y avait encore quelque chose. Malheureusement, il n'y avait plus rien du tout et on est resté comme ça quelques heures et on s'est précipité quand même vers le portail d'entrée du camp. Et là, on a attendu en regardant s'il n'y avait plus de SS autour, et on a vu arriver 4 soldats soviétiques, d'un certain âge d'ailleurs. Ils avaient 40 ans, je dis pour moi, des 4 vieux soldats.
Et nous avions beaucoup de petites Russes avec nous, de jeunes Russes avec nous, et elles ont immédiatement discuté avec leurs compatriotes. Nous avons remarqué qu'ils nous regardaient d'une manière tout à fait bizarre. Et puis, il nous a dit, écoutez, il y a un village à quelques kilomètres d'ici, à 500 mètres d'ici, rentrez dans le village, la population a été évacuée, voyez si vous avez des nourritures, si vous pouvez changer de vêtements, ou faites quoi que ce soit, parce que nous sommes la ligne de front et rien n'est prévu pour la libération. Il dit, dans chaque village, il y a un camp de concentration. Et rien n'est prévu pour aider ces populations. Donc nous sommes accrochés les unes aux autres. En marchant péniblement, nous sommes arrivés dans ce village qui s'appelait Neustadt-Glew. C'est gravé dans ma mémoire. Et nous sommes entrés dans ces maisons. Malheureusement, on n'a pas trouvé de nourriture fraîche. Mais nous sommes montés dans les greniers et là on a trouvé des boîtes de conserve. Alors on s'est précipité dessus comme des sauvages. On a ouvert ça avec des clous, avec des tenailles, enfin comme on a pu. Et c'est ce que nous n'aurions pas dû faire. Nous aurions dû avoir la patience de faire du feu et de faire cuire ces choses. Or nous étions tellement affamés que nous avons sauté dessus. Et que, bon, il y a eu des indigestions, des diarrhées, des mortes d'indigestion. Enfin, ça a été très, très, très difficile. Nous nous sommes lavés comme nous avons pu, nous avons changé de vêtements, mais on s'est rendu compte à ce moment-là que notre cerveau ne fonctionnait plus normalement. Il y avait quelque chose, parce que vous voyez, moi je chausse du 35, j'avais une chaussure de 37 et une chaussure de 40, deux chaussures différentes, mais je suis tellement heureuse d'avoir mes pieds dans des chaussures. Vous vous rendez compte, ce luxe suprême, alors quelle importance que ce ne soit pas la même paire, quelle importance que ce ne soit pas la même pointure, du moment que vous aviez des chaussures, et puis pour les vêtements la même chose. J'avais endossé 3-4 pulls verts, des jupes qui traînaient par terre, et mes compagnes, sans nous donner le mot, c'était exactement la même chose, elles étaient habillées de la même manière. Ça veut dire qu'être déconnecté pendant des mois et des mois et des mois d'une chose normale, eh bien, la notion de la mode ou de ce qui est beau est complètement pervertie. Donc nous sommes restés dans ces maisons comme ça pendant 2 semaines à peu près, et les soldats russes, les petites Russes, elles sont parties très très vite parce qu'elles étaient très débrouillardes. Elles sont parties avec des chevaux, des voitures attelées, et elles sont directement entrées chez elles, alors que nous, on attendait, et ça s'est passé comme ceci, ça s'est passé quand même d'une manière très très régulière. Les Russes nous ont avertis que tous les pays, les ressortissants des pays occidentaux allaient être dans un camp de regroupement, parce qu'il n'y avait pas que les déportés, il y avait les prisonniers de guerre, il y avait les jeunes du travail du service obligatoire, il y avait les travailleurs volontaires, il y avait toutes les nationalités d'Europe. Donc il y aurait un camp de rassemblement, et que dans ce camp viendraient des délégations militaires qui, elles, rechercheraient leurs ressortissants pour les rapatriements. C'est ce qui a été fait. Nous sommes arrivés à ce camp qui était juste à Torgau. Je m'en souviens très bien parce que c'était à la limite de la zone soviétique et américaine. Et je me souviens très bien d'une chose, c'est qu'ils dansaient ensemble, ils étaient ivres-morts les uns comme les autres, et ça se comprend parce que c'était le 9 mai, quelques jours après l'arrêt de tout ce carnage. Et nous sommes dans ce camp de rassemblement. Là, nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas libérés. La libération ne signifiait rien. Ne signifiait absolument pas, ne signifiait rien.
Nous étions dans ce camp, nous sommes restés entre déportés, entre femmes déportées, donc un petit noyau à peu près, une quarantaine de femmes. Il y avait dans ce camp de rassemblement des prisonniers de guerre qui avaient travaillé dans les fermes, qui étaient, heureusement pour eux, tant mieux pour eux, de constitution ou bien. Et nous, dans l'état où nous étions, on nous a tenus à l'écart, personne ne nous a aidés, personne n'est venu nous demander comment ça se fait que nous étions à moitié rasés, que nous étions habillés d'une manière tout à fait anormale. Personne. Et nous sommes restés entre nous, et ça ne nous a pas semblé différent. Nous étions toutes les mêmes, nous étions toutes comme ça, donc nous n'avions pas vu la différence. Mais la libération n'a pas signifié grand-chose. La seule signification qu'il y a eu, c'est que l'armée allemande avait été battue. Ça oui, mais quand on a pensé à tout ce que nous avons laissé comme mort, tout ce que nous avons laissé derrière nous, on n'a pas eu ce sentiment, vous voyez, accueilli avec des fleurs ou la libération comme on peut se l'imaginer. Absolument, pas du tout. Le premier sentiment que j'ai eu de libération, c'est quand je suis rentrée chez moi. Malheureusement, je n'avais plus de famille, mais j'ai été accueillie par des amis très chers. Et quand je me suis plongée dans une baignoire avec de l'eau chaude et un savon, là j'ai senti que j'étais libérée. Mais dans les camps, je n'ai absolument pas eu cette sensation jusqu'au dernier moment. Et mon fils m'a dit une chose terrible. Maman, il dit, tu n'es jamais revenue d'Auschwitz. Vous vous souvenez de la date de votre bain? Oui, je me souviens. Et je me souviens de la couleur de la savonnette. Oui, je me souviens bien. Alors, c'était en juin 1945. Donc 4 mois après la libération. 4 mois après. Malheureusement, parmi nous, il y a beaucoup de camarades qui, en rentrant, n'ont pas retrouvé leur foyer. Et vous savez, quand vous partez 3 ans et que vous revenez, il y a des fois des situations qui ont changé. Et il y a eu beaucoup de suicides. Beaucoup de suicides parmi les déportés qui sont rentrés. Parce que, premièrement, ils ne pouvaient pas s'expliquer. Et les gens ne vous comprenaient pas. Moi, je me souviens d'une amie qui m'avait dit « Ah ben, écoute, tu as peut-être eu faim, mais nous aussi, on a eu faim. Tu te rends compte, on était obligés de manger des pâtes ?» Oh, si j'avais eu des pâtes, vous voyez, la mesure n'était plus à l'échelle normale, il n'y avait plus de comparaison. Et pour nous, vous savez, un morceau de savon, c'était quelque chose de précieux, c'est un cadeau vraiment extraordinaire. Alors toutes ces petites choses, elles ont encore beaucoup d'importance actuellement. Beaucoup. On est un petit peu contre l'esprit de consommation, contre acheter, jeter, racheter. Ça me gêne toujours. Ce qui me gêne aussi, c'est l'intolérance. C'est l'intolérance ou les manifestations de racisme ou d'antisémitisme. Ça me gêne énormément. Et les événements actuels, vous savez, j'ai été très étonnée, c'est que quand il y a eu la manifestation à Nevers, j'étais étonnée, les gens étaient détendus, les gens se souriaient. C'est la première fois que je voyais tant de gens se sourire, que ne pas se marcher sur les pieds, ne pas se bousculer, avec un... Moi j'ai trouvé que c'était idyllique. Il y a même une personne qui m'a dit, vous savez, je vous reconnais, c'est bien ce que vous faites, le contact avec les jeunes pour qu'il y ait plus de tolérance et d'amitié entre les gens. Moi j'ai trouvé ça formidable, donc rien n'est à désespérer, il y a toujours une espérance chevillée au corps. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est tellement beau la vie qu'il faut sourire, il faut...
vraiment. Je me souviens, vous étiez venu au collège Henri Vallon, et j'avais pleuré aussi d'ailleurs quand vous aviez dit. J'avais aussi pleuré. Dans quel collège? À Henri Vallon. Ah oui, oui. Et je me souviens quelque chose qui m'avait ému, vous aviez parlé des savons, une collection de savons que vous faites chez vous, et j'avais trouvé ça. Je sais pas, Oui, effectivement, oui, oui. j'avais trouvé ça émouvant de me dire que les petites choses peuvent devenir tellement importantes, on peut en avoir plein. C'est vrai que c'est important, les petites choses. Merci beaucoup. Continuez ce que vous faites, c'est bon. Au revoir et merci. Au revoir. Alors, une question, Ce serait plus quelque chose, si je peux vous demander, est-ce que vous accepteriez de me montrer votre numéro de... Ah oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on voit souvent au cinéma et dans les livres. Mais il n'y a qu'à Auschwitz que les tatouages ont été faits sur les bras. Oui. Alors, tu vois, moi j'ai le numéro 42 000 et j'ai été matriculée en avril 43. Alors, en janvier 45, on en était à la 3e série des 100 000. Parce que tu vois, la première série, 100 000, donc c'était la période. Après, il y avait la série A, et après, il y avait la série B. Donc, il y a eu 300 000 d'immatriculés, sans tous ceux qui n'ont jamais été matriculés et qui sont, tu vois. C'était énorme comme complexe, c'était quelque chose avec les usines, tu vois, les laboratoires. On ne peut pas s'imaginer quelques baraques avec du fil de fer, tu vois, des façades. C'était énorme, une organisation incroyable. Incroyable. En tout cas, ce que vous avez raconté était très émouvant et je ne l'oublierai pas. Merci pour les questions. Et faites attention, parce qu'il n'y a pas que les déportés qui sont tatoués. Les SS sont tatoués sous le bras gauche et ils ont leur groupe sanguin tatoué. C'est pour ça qu'on les retrouve, après la guerre. On leur fait lever les bras. À la libération. On leur fait lever les bras pour voir qui est tatoué. Et les tatoués qui ont leur groupe sanguin tatoué, c'est la SS. Ça les a perdus pour une bonne partie. Mais parce qu'il fallait, voilà, en cas d'être blessé, etc. La SS, eux, ils n'étaient pas les hommes du rang, mais la SS, ils étaient tatoués aussi. Mais dans d'autres conditions, mais Je ne savais pas. bah, non, on ne sait plus ça. Sur quel moment que vous avez décidé de témoigner de ce que vous avez vécu? Eh bien, parce qu'à un certain moment donné, une année, il y a eu une école de négationnistes qui niait absolument que ça a existé, que ça ait pu être. On a même entendu des plaisanteries, il n'y a que des poux qui ont été gazés. Alors, il a fallu quand même que, tu vois, qu'il y a eu le procès de Nuremberg, et c'est là le côté précieux des archives. C'est très, très, très précieux, et l'intérêt des procès. Parce que là, tu vois, bon, le témoin peut se défendre, mais il faut remarquer une chose, c'est que dans tous les SS, tous les procès des nazis, il n'y en a jamais un qui ait fait preuve de regret, si tu veux. Regarde Eichmann, qui était le principe d'une froideur, mais comment peut-on expliquer ça? Moi, je ne peux l'expliquer que par la persuasion qu'ils étaient d'une race supérieure et d'un sang différent. D'un sang, tu vois, quand on entend les discours d'Hitler, ben, aucun homme politique n'oserait faire un discours maintenant, même s'il le pensait, il n'oserait pas. Alors que là, c'était ouvertement, tout le monde était au courant, et son livre Mein Kampf était vendu. On pouvait le lire, on pouvait l'acheter. Comment peut-on expliquer ces choses-là si pas par la persuasion que tu es d'une race supérieure? Tu vois, c'est là l'essence même du racisme, on ne peut pas expliquer ça autrement. Mais tu te rends compte des scientifiques qui arrivent à prouver que le sang est différent? C'est quelque chose de monstrueux. Monstrueux. Donc, tu vois, il a fallu les procès, c'est une grande, grande importance. Les archives, c'est très important. Alors, si nous nous sommes tus en rentrant, parce que, bon, les gens n'étaient pas accessibles à l'époque à nos arguments, si nous nous étions tus, vous savez, il y a
Je crois que c'est Jean Kelevitch qui dit à un moment donné, au bout de 10 ans, 15 ans, il y a des gens qui disent « oui, mais c'est bon, vous pouvez pardonner, etc. etc. » Puis il y en a qui disent « mais ils sont où les gens qui nous ont dit pardon ?» Il n'y en a pas un qui a demandé pardon. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au procès Klaus Barbie, il y a André Frossard qui témoigne. Et André Frossard, il explique ça, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas un nazi qui a éprouvé des remords. Jamais. Non, non, non. Aucun. Que ce soit après la guerre, 15 ans après, 20 ans après, ou quand on les a retrouvés, ou Klaus Barbie n'a jamais exprimé un remords. Et lui, il explique de manière très simple, quand on est tombé dans le nazisme, on n'a plus de conscience, on n'en sort pas, et il n'en sort jamais. C'est pour ça qu'il n'y a pas un nazi qui a émis le moindre remords ou le moindre regret sur ce qu'il a fait. Aucun. Alors, je pense maintenant que le nazi prend des formes différentes. Oui. Mais le fond est toujours le même. Oui. Le fond de commerce est toujours pareil. Ça prend des formes différentes maintenant. C'est là le danger. Cela, c'est terriblement dangereux, mais il suffit de gratter un petit peu la surface pour retrouver les mêmes slogans. Que ce soit religieux ou tout ce que l'on veut, toujours la même chose. Alors, est-ce qu'on se rend compte de la chance qu'on a de vivre dans une république libre, laïque, que chacun peut croire ce qu'il veut en privé si on veut, mais qu'il faut vivre ensemble pour trouver quand même. Moi, je trouve que c'est formidable. C'est tellement précieux, on ne s'en rend pas compte parce que c'est quotidien, on est habitué. C'est comme l'abondance, on s'y est tellement habitué qu'on ne se rend plus compte de la valeur, de la réelle valeur des choses. Tu vois, c'est pour ça que je trouve qu'il était nécessaire de témoigner depuis 50 ans. Hein.